L'Échiquier international, bienvenue. Approfondir davantage un partenariat dans l'intérêt de la prospérité et du bien-être de nos peuples, signé Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique qui vient de prendre fin à Saint-Pétersbourg, le deuxième sommet du genre après celui de Sotchi en 2019, réunissant à peu près des représentants de 49 pays, dont 17 chefs d'État, lesquels, ressortis deux jours après, plus ou moins satisfaits, et restent plus qu'à concrétiser les ententes et autres accords, car il est désormais admis à tout un chacun, le continent africain est et sera le nouveau centre de la croissance mondiale et surtout, si les élites africaines s'y attellent, un centre de pouvoir réel. Ceci devrait être admis d'après le dirigeant russe. Voilà de quoi il est question. Et puis en seconde partie, nous tenterons de diagnostiquer l'économie russe à l'aune des 500 jours de conflit avec l'Ukraine. Où en est l'économie russe justement? A-t-elle absorbé le choc des sanctions? Comment s'est-elle adaptée à la nouvelle donne de la géopolitique mondiale sur fond de guerre avec l'Ukraine et de tensions avec l'Occident surtout? Et le futur dans tout ça, voilà à peu près le programme qu'on déroulera avec notre invité du jour et on débute dans une poignée de secondes. Je vous le disais, Forum Russie-Afrique et cette impérieuse nécessité et volonté d'incliner une réelle politique vis-à-vis de notre continent, à l'heure où certains pays africains optent pour le multipartisme commercial, et bien la Russie veut faire partie des coopérants de choix. On en parle justement avec un économiste qui connaît bien la Russie et le mot est faible. C'est un chercheur, auteur aussi. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Sapir. Bonsoir Monsieur Sapir. Bonsoir Monsieur. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est très aimable. Mais avant de débuter l'échange, je vous propose justement d'écouter ce discours, ou plutôt une partie du discours du président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. L'africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Jacques Sapir, vous l'avez entendu comme moi, l'Afrique change et change vite. Une nouvelle génération de dirigeants africains à la tête de certains États qui reconnaissent un héritage, donc une continuité avec un certain patrimoine. Et Traoré, avec sa tonalité, pointe aussi quelque chose de crucial, le manque de reconnaissance de la part du narratif occidental. D'un côté, le sacrifice russe durant la Seconde Guerre mondiale, et d'un autre, les victimes africaines du colonialisme, sans parler d'une forme de socle traditionnel dont sont porteuses les anthropologies russes et africaines. À l'heure du wokisme et du progressisme occidental à tout crin, le gender pour ne citer que cela, en plus de l'histoire contemporaine et de la décolonisation, où l'URSS a joué un rôle prépondérant, les sociétés russes et africaines ont beaucoup de choses en commun et semblent avoir un ennemi, on ne va pas dire un ennemi, plutôt un antagonisme commun, un certain courant occidentaliste. Oui, vous avez tout à fait raison. D'abord, vous avez tout à fait raison de souligner le fait qu'il y a une école africaniste en Russie, d'excellents anthropologues, d'excellents ethnologues qui ont travaillé depuis pratiquement la fin des années 30 et surtout dans les années 50 et 60 sur l'Afrique. C'est quelque chose qui est extrêmement important car si vous voulez, fondamentalement, la Russie n'a pas de contact direct avec l'Afrique. Ça n'a jamais été un pays colonial, ce n'est pas un pays qui est proche géographiquement de l'Afrique. Donc c'est vrai que pour la société russe,
les Africains représentent d'une certaine manière l'étrangeté maximale. Après, vous avez aussi tout à fait raison d'insister sur un point. Le narratif occidental, alors je ne dis pas la totalité du narratif occidental, il y a eu des films quand même qui ont insisté sur la contribution, que ce soit des peuples soviétiques, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas que les Russes qui se soient battus, il y a les Ouzbeks, il y a les Kazakhs, il y a les Ukrainiens, il y a les Moldaves, enfin, bref, l'ensemble des peuples de l'Union soviétique. Mais c'est aussi vrai pour la reconnaissance de la contribution des peuples africains, alors que ce soit dans le cas de l'armée française, notamment les gens d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, un petit peu Tunisie, ou que ce soit les gens de l'Afrique subsahélienne. Bon, mais là aussi, si vous voulez, le problème, c'est pas la totalité du narratif, c'est effectivement le narratif dominant. Et là, effectivement, je crois qu'il y a un très grand besoin de reconnaissance, et de reconnaissance, si vous voulez, à sa juste valeur. C'est-à-dire le fait de comprendre que, oui, on a contribué. Alors, il faut dire aussi une chose qui est importante, c'est que l'Afrique, au moment de la Seconde Guerre mondiale, est beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui et pesait beaucoup moins dans les équilibres internationaux. C'est pas simplement le fait que l'Afrique était colonisée, c'est le fait que, si vous voulez, d'une certaine manière, l'Afrique, et même dans les années 60, quand j'ai commencé à faire des études, on le disait encore, c'était un continent vide. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La démographie de l'Afrique a été extrêmement forte. On peut même dire qu'elle a été explosive. C'est pas sans poser d'ailleurs de très gros problèmes à toute une série de pays. Mais aujourd'hui, si on prend les rapports de force sur la base des équilibres démographiques, eh bien, il est clair que l'Afrique va peser beaucoup plus lourd que ce qu'elle ne pouvait peser à la fin des années 40 et au début des années 50. Et on doit espérer que l'Afrique devienne aujourd'hui un pôle de croissance important. Alors, ce n'est pas encore le cas, il faut être honnête, il faut reconnaître qu'il y a encore aujourd'hui toute une série d'obstacles au développement économique de l'Afrique, mais le potentiel économique de l'Afrique est tout à fait extraordinaire, qu'il s'agisse justement d'un potentiel humain, d'un potentiel en matières premières, et aussi d'un potentiel en capacité d'innovation. Alors justement, Jacques Sapir, rentrons oui. Dans le vif du sujet. Lors du dernier sommet Russie-Afrique, c'était à Sotchi en 2019, on n'était pas en pleine opération spéciale en Ukraine, comme disent les Russes, mais au-delà de la communication russe, quels sont les réels enjeux de ce sommet pour Moscou ? Alors d'abord, il y a des enjeux essentiellement politiques. C'est de montrer que la Russie n'est pas isolée. Et de ce point de vue-là, oui, l'enjeu a été absolument rempli. Si vous voulez, le défi a été tout à fait relevé. 49 pays, 17 chefs d'État. Bon, c'est clair, la Russie n'est pas isolée. Après, il y a un deuxième problème, c'est le développement des relations économiques. Et en fait, pour l'instant, les relations économiques de la Russie avec l'ensemble des pays d'Afrique est relativement faible. Bien sûr, l'ensemble des pays d'Afrique pèsent bien moins dans le commerce extérieur russe que la Chine, que les pays d'Asie. Mais c'est justement cette idée qui est importante chez Vladimir Poutine, qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres d'aujourd'hui, et qu'il faut regarder quels seront les chiffres dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et là, effectivement, il y a une possibilité pour que le commerce de la Russie avec l'Afrique, et de l'Afrique avec la Russie, naturellement. Le commerce doit être bilatéral, doit être équilibré. Autrement, ça s'appelle du colonialisme, purement et simplement. Eh bien, l'équilibre de ce commerce pourrait monter et pourrait se situer à des niveaux équilibrant le commerce avec les pays d'Asie, équilibrant le commerce, par exemple, avec la Chine, et remplaçant en grande partie
le commerce avec les pays d'Europe occidentale. Mais M. Sapir, on le voit que les sanctions occidentales contre la Russie incitent Moscou à déployer donc une nouvelle stratégie pour l'ensemble du continent, alors qu'auparavant, la diplomatie russe à l'endroit de l'Afrique elle se limitait à certains pays et se contentait justement simplement à la vente d'armes. On sent que Moscou veut approfondir ce partenariat et l'élargir au-delà de son escarcelle classique ou traditionnelle. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Si vous regardez en particulier le rapport qui avait été produit par le Club Valdai en 2019, au moment justement du premier sommet Russie-Afrique, il est dit dans ce texte que l'un des objectifs de la Russie est justement de diversifier très largement son commerce avec l'Afrique, de diversifier la nature de ses contributions économiques. Oui, vous avez raison de signaler, jusqu'à présent, la Russie vendait essentiellement des armes, mais pas que. La Russie vend aussi du matériel de transport, ce qui peut être important, et très clairement, les capacités de l'industrie russe sont aujourd'hui telles qu'elle peut fournir à l'Afrique du matériel qui peut aider à son développement, donc je l'ai dit, du matériel de transport. D'une certaine manière, pourquoi est-ce que des pays africains font uniquement confiance à la Chine pour cela? Bien sûr, les capacités chinoises sont extrêmement importantes, mais par exemple, dans le domaine ferroviaire, les capacités russes sont loin d'être négligeables. Même chose pour les camions. Donc voilà, il y a là toute une série de choses sur lesquelles les deux parties peuvent avancer, et je pense que réciproquement, l'Afrique peut vendre autre chose que ce qu'elle vend actuellement à la Russie, ou plus précisément à des sociétés russes. Vous savez que les sociétés russes d'extraction de minerais sont extrêmement présentes en Afrique, mais là encore... Le nucléaire civil aussi, Jacques Sapir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors que ce soit dans le nucléaire civil, que ce soit par exemple dans l'utilisation des ressources naturelles comme le gaz, si vous voulez, on se rend très vite compte que vendre du gaz, c'est bien. Utiliser ce gaz en interne pour transformer d'autres matières premières, par exemple pour produire des engrais avec ce gaz, et non plus aller les acheter à l'extérieur, ça peut être encore mieux, si vous voulez. Donc là aussi, la Russie a une expérience, en particulier dans l'industrie chimique basée sur le gaz naturel, qui peut être extrêmement utile à l'Afrique, notamment, comme je vous l'ai dit, dans le domaine des engrais, dans le domaine des produits chimiques, dans le domaine des matériaux plastiques et similaires. Comment ne pas en parler également dans la suite de ce que vous êtes en train de nous dire? La Russie est bien entendu une puissance agricole, exportatrice de céréales, l'orge, le blé, et on l'a entendu, Poutine se dit prêt à fournir gratuitement des céréales à 6 pays africains, une promesse qui vient contrebalancer l'inquiétude à cause de la fin de l'accord céréalier avec l'Ukraine via la mer Noire. On parle de 26 000 à 50 000 tonnes pour une première livraison sous forme de dons gratuits. Poutine donc semble dire que malgré le conflit en Ukraine, les Africains ne seront pas abandonnés, à contrario par des anciennes livraisons où on a vu les Africains ont été un peu lésés. Oui, tout à fait. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux choses dites par le président Vladimir Poutine. Bon, d'accord, la première chose, il parle de livraison qui pourrait être faite dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent. C'est important pour éviter une crise alimentaire dans toute une série de pays d'Afrique. Mais Vladimir Poutine a dit une autre chose qui est importante. Il a dit que la Russie était prête à collaborer avec les pays africains pour que ces pays arrivent eux-mêmes à la souveraineté alimentaire. Autrement dit, c'est toute la question des engrais, des machines agricoles qui se pose. Et c'est vrai que c'est un enjeu tout à fait essentiel. Si vous voulez, la situation dans laquelle l'Afrique se contenterait d'exporter des matières premières et achèterait sa nourriture au reste du monde n'est pas une situation souhaitable. Bien sûr, on ne peut pas la changer du jour au lendemain. C'est la situation qui, d'une certaine manière, existe aujourd'hui. C'est ce qu'a pointé Ibrahim Traoré, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Et quand Vladimir Poutine dit, eh bien, nous sommes prêts à aider les pays africains à atteindre la souveraineté alimentaire, à atteindre l'autosuffisance alimentaire, ça me semble en réalité encore plus important que cette promesse de livrer des produits alimentaires, oui, effectivement, qui viendraient de Russie, maintenant que l'accord sur le transit dans la mer Noire avec l'Ukraine et la Turquie, cet accord est rompu. Alors j'ai une question plus dirigée aux professeurs d'économie. Le président russe a déclaré lors de ce sommet que la Russie avait annulé des dettes d'une valeur de 23 milliards de dollars, des dettes à l'endroit des États africains. Expliquez-nous un peu ce que cela veut dire. Eh bien, ça veut dire tout simplement que la Russie détenait des créances sur des États africains parce que ces États africains avaient acheté du matériel russe, des armes, mais pas seulement, les avaient achetés à crédit et étaient dans l'incapacité de rembourser ces dettes. Et là, Vladimir Poutine a eu un geste de raison, un geste d'ailleurs qui avait été fait il y a de cela une vingtaine d'années par les pays occidentaux aussi, qui avaient annulé une partie de leurs dettes envers l'Afrique, c'est de dire, ben voilà, vous n'êtes pas capable de les payer, bon, on va passer ça d'une certaine manière par pertes et profits, on annule vos dettes, mais ce qui sera important, et là-dessus, évidemment, Vladimir Poutine ne pouvait pas donner des choses précises, parce qu'il faudra discuter pays par pays maintenant, oui. C'est de faire en sorte que les prochains achats en Russie ne se fassent pas dans ces conditions-là, et que les pays africains puissent atteindre aussi une solvabilité minimale, qui est la base de tout commerce. Car fondamentalement, un pays qui est insolvable ne peut vivre que de l'aumône des autres pays, ce qui n'est pas une bonne situation. Ce n'est pas une situation qui peut être durable. Mais parlons simplement, c'est-à-dire que ces entreprises ont vendu du matériel aux Africains, la facture est donc annulée, c'est-à-dire que c'est l'État russe qui règle la facture ou c'est la Banque centrale de Russie qui règle la facture, Non, ça sera le ministère des Finances de Russie. D'accord. Ça sera le ministère des Finances de Russie qui va racheter, d'une certaine manière, les dettes et qui va les mettre sur un compte, si vous voulez, parce que, bien sûr, c'est pas du papier qu'on achète, c'est des transferts de compte, bon, et qui va les mettre sur un compte en disant, voilà, ce compte ne sera jamais remboursé. Parfait. Alors, parlons un peu plus de la situation économique russe sur fond de conflit en Ukraine. Vous qui êtes spécialiste de la Russie, quel est véritablement l'impact de ces sanctions occidentales sur l'économie, ou le quotidien des Russes d'ailleurs, surtout que ces sanctions, on s'en souvient, viennent après une fièvre inflationniste, c'était en 2019. Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les sanctions ont eu leur effet maximal au deuxième trimestre de 2022, et ça se voit d'ailleurs très bien dans les chiffres, et que depuis juillet-août 2022, l'effet des sanctions tend à s'affaiblir de manière régulière. D'ailleurs, aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, je parle du deuxième trimestre 2023, bien sûr, on n'a pas encore les chiffres pour le mois de juillet, vous le comprenez bien. Bon, aujourd'hui, on constate que la croissance de l'économie russe est extrêmement forte. Ce que reconnaît le FMI d'ailleurs. Ce que reconnaît le FMI. J'ai parlé à la fois avec des collègues du Fonds monétaire international, avec des collègues qui sont à l'Institut de prévision économique en Russie. Alors ces collègues ont été amenés à réajuster leurs prévisions pour 2023 et maintenant ils envisagent une croissance sur l'ensemble de l'année 2023 de 2 à 3%. Ils donnent même officiellement le chiffre de 3,1% pour la croissance potentielle en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'économie russe, d'une certaine manière, a réagi et a bien réagi au choc. Alors, maintenant, il faut comprendre une chose. Une partie de cette réaction est liée au fait que les entreprises russes ont très largement embauché des nouveaux travailleurs et ont d'une certaine manière substitué du travail au capital. C'est ce qui explique que l'économie russe soit en croissance, même si la productivité du travail, c'est un point important, n'a pas encore retrouvé son niveau de février 2022. Néanmoins, et c'est à ça d'ailleurs qu'on peut mesurer
que les sanctions sont en train d'avoir de moins en moins d'effet sur l'économie. Néanmoins, on voit que la productivité du travail est en train de se rapprocher mois après mois de son niveau de 2022. Et je pense que de ce point de vue-là, la Russie aura retrouvé la même productivité qu'elle avait en 2022, probablement à la fin de 2023 ou au début de 2024. Donc, et à ce moment-là, on pourra dire que l'effet des sanctions aura été totalement digéré par l'économie de la Russie. Mais aujourd'hui, la croissance de la Russie s'appuie essentiellement sur l'accroissement du nombre de gens qui sont employés. Et d'ailleurs, c'est un phénomène extrêmement important parce qu'en même temps, vous savez, la Russie... Surtout à Moscou, par exemple, le chômage est complètement annihilé. Oui, il est tombé en dessous de 2%. Bon, c'est ce qu'on appelle le chômage incompressible dans notre jargon d'économiste. Bon, oui. C'est-à-dire la période d'attente pour trouver un nouvel emploi. Exactement. Ce sont les gens qui se mettent au chômage après avoir démissionné d'une entreprise et avant de rentrer dans une autre entreprise. Bon, voilà. Alors, il est un petit peu plus élevé dans les régions du sud de la Russie, vers Rostov, au Caucase du Nord, mais là aussi, si vous voulez, globalement, les chiffres à devenir, elle aussi, un pays de forte immigration. Avec une démographie qui décline. Avec une démographie qui décline, vous avez tout à fait raison. Bon, même si elle décline moins que dans certains pays, elle décline néanmoins, puisque le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, est de 1,5. Vous savez que pour que la démographie soit égale, il doit être égal à 2,1. Voilà. Donc, Monsieur Sapir, donc vous venez de l'expliquer, l'économie russe a non seulement évité la catastrophe, mais en plus est en train de s'adapter à un conflit ou une guerre, appelons les choses par leur nom justement, mais c'est une économie qui se modernise, mais il y a aussi un petit problème, c'est la corruption. Oui. La corruption qui touche l'économie ukrainienne. Où en est-on? Est-ce que le combat est en phase d'être dépassé, solutionné? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là? Si vous voulez, toutes les économies de l'ex-Union soviétique, et grosso modo toutes les économies en transition, ont été marquées par des niveaux de corruption absolument extraordinaires. Bien. Et c'est d'ailleurs actuellement le cas en Ukraine aussi, où cette corruption est tout à fait débridée. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Russie, la corruption est en train de se réduire. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, loin de là. Et de ce point de vue-là, il faut faire très attention. C'est dû à Vladimir Poutine ? Alors, c'est dû aux mesures de Vladimir Poutine, ça? C'est en partie dû à des mesures qui ont été prises par Vladimir Poutine. Ou Medvedev aussi. Si vous voulez, il y a une mesure très simple. Il y a quelques années, le gouvernement russe a décidé que les amendes payées, si vous voulez, du fait du code de la route, ne seraient plus payées aux policiers, ce qu'on appelle aux miliciens. Les miliciens en russe, ce sont les policiers, mais seraient directement payés au système de la Sberbank. Et ça a tué, d'une certaine manière, toute une forme de corruption qui existait déjà. Le fait de transférer toute une série de paiements légaux des personnes à des entités électroniques, parce qu'en fait, maintenant, vous pouvez payer par voie électronique vos amendes. Par exemple, la police vous met une amende parce que vous faites un excès de vitesse ou parce que vous êtes mal garé. Bon, toutes les raisons classiques pour avoir des amendes au titre du code de la route. Eh bien, ça, vous pouvez les payer automatiquement sur le système de la Sberbank. Merci. Et ça, c'est très important parce qu'avant, ces amendes, elles allaient dans la poche des policiers, oui. Et les policiers avaient tendance à vous accuser d'infractions que vous n'aviez pas commises. Merci beaucoup, Monsieur Sapir. Ça sera tout pour l'édition du jour. Malheureusement, le temps file. Jacques Sapir a été notre invité, que nous remercions pour ses explications et d'avoir répondu présent. Toujours un plaisir de vous avoir et à très bientôt. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News.